Bien. Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer ce débat conclusif de ces premières assises franciliennes de l'architecture. Je vais appeler les intervenants, si vous voulez bien venir à mes côtés. Laurence Berthaud, présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, si vous voulez bien vous installer. Et encore bravo pour toute l'organisation de cette journée, de ces premières assises. On va vous encourager. Madame la Présidente, c'est la dernière ligne droite de ces assises. Julien Berthaud, président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, merci d'être avec nous. Hélène Fernandez, directrice adjointe au directeur général des patrimoines et chargée de l'architecture. Alors, pour démarrer ce débat, on a beaucoup entendu parler tout au long de cette journée de l'intérêt public. Ça a été au centre des intérêts, au centre des débats de cette journée notamment, et bien au-delà. Je vous propose peut-être pour démarrer d'avoir un peu votre définition à chacun sur justement cette notion d'intérêt public en matière d'architecture. Madame la Présidente, je vais commencer avec vous. Pour vous, c'est quoi l'intérêt public en matière d'architecture ? Comment vous pourrez le définir ? Alors déjà, il est difficile à définir, d'où cette journée qui, je l'espère, va déboucher sur le chapitre 1 pour définir tous ensemble l'intérêt public de l'architecture. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis férue d'histoire et fille d'historien, et donc j'ai envie de partir du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui disait que c'était l'expression de la volonté qui dépasse les intérêts particuliers, et donc l'intérêt d'individus en tant que membre de la vie politique. Alors bien évidemment, nous, représentants de l'architecture et des architectes, on se veut inscrits dans cette vie politique et on se veut dépasser les intérêts particuliers au profit de l'intérêt général. Je continuerai très vite aussi pour dire que l'architecture, pour nous, c'est un facteur de cohésion, un facteur d'unité. Et c'est surtout en ces temps troublés, et j'ai très envie de le dire ce soir, que c'est un rempart contre les obscurantismes. On est un vecteur de savoir, on est un vecteur de lien, on l'a vu tout au long de la journée, de liens entre les habitants, les territoires, le vivant, là on vient de le voir, et tous ces mots font résonance dans l'intérêt public de l'architecture pour nous ce soir au Récollet. Julien Bargeton, vous êtes responsable d'une institution célèbre, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Quel regard est-ce que vous portez sur cette notion d'intérêt public, et notamment sur le côté culturel, le goût de la culture ? Merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous, invité pour ces premières assises du Conseil régional d'Île-de-France. Je pense que c'est un bon signal qu'il y a des premières assises. C'est quelque chose qui se passe en 2025. Je vais le prendre de façon optimiste. Hélène reviendra bien sûr sur la stratégie nationale architecture, mais il y a peut-être un momentum, je ne sais pas comment on dit parfois, pour l'architecture. En tout cas, essayons de le prendre comme ça, dans les temps troublés, comme vous l'avez dit, notamment avec les déclarations du président Trump sur le retour à une architecture néoclassique et, il faut le dire, une attaque en règle d'une certaine forme d'architecture moderne ou contemporaine. À la Cité de l'Architecture, vous l'avez dit, on l'entend, ce thème-là, comme l'intérêt public culturel. Il y a eu des études, parfois un peu anciennes, sur la culture architecturale des Français. Le rôle de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, c'est de défendre, de diffuser et de favoriser la culture architecturale et patrimoniale des Français. Il faut le dire simplement comme ça, et notamment sur tous les territoires. On y reviendra peut-être, il y a un enjeu territorial très fort, qui déjà a été dessiné dans la loi de 77 et la suite, sur l'intérêt public de l'architecture, notamment le fait qu'on avait créé aussi les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, les CAE, que je ne veux pas oublier parce qu'ils sont une passerelle entre à la fois le conseil, donc l'architecture, le rôle des professionnels, et puis aussi la culture. Il ne faut pas dissocier les deux, même si nous, notre rôle, c'est de garder des archives, de montrer des collections, d'exposer, de faire des conférences, comme vous ici. Mais, donc ça, c'est un rôle particulier de l'intérêt public, de la culture architecturale. Mais il ne faut pas dissocier les deux. L'architecture a besoin de médiateurs. Les architectes ne doivent pas être les seuls défenseurs
de l'architecture. Il y a l'architecture des architectes parfois et l'architecture des Français. Notre rôle, c'est de réconcilier les deux. Et dans une vague assez mortifère actuelle, je pense qu'il est particulièrement ravivé. Vous nous direz évidemment comment, justement, on arrive à réconcilier un petit peu tout le monde. Madame Fernandez, dans intérêt public, il y a intérêt et forcément public. Vous dissociez les deux, je crois. Alors moi, je fais partie des architectes qui ont choisi la fonction publique. Donc ce mot, il est en partage avec l'intérêt public. Et bon, pour la fonctionnaire que je suis, l'intérêt public, il est d'abord dans l'article 1 de la loi de l'architecture, sur l'architecture. Donc c'est en ça que cette notion m'intéresse. Donc c'est de là que je pars. C'est pas l'architecture en fait dans la loi qui est d'intérêt public, c'est toutes les choses qui permettent de tourner autour de l'architecture et qui concernent l'architecture. Puisque donc la loi, elle dit que c'est la création architecturale, que c'est le patrimoine, que c'est les paysages, que c'est l'insertion harmonieuse, c'est tout ça qui est d'intérêt public. Mais l'architecture, elle est juste expression de la culture. Donc c'est assez intéressant. Enfin, moi, j'adore cet article, je le relis avec passion tous les jours quasiment. Et là où c'est amusant, c'est que le législateur, il n'a pas choisi l'intérêt général, il a choisi l'intérêt public. Et donc, on est un certain nombre depuis des dizaines d'années à se demander pourquoi. Probablement parce que dans intérêt public, dans son esprit, il y avait quelque chose de plus opérationnel et moins abstrait qu'intérêt général. En même temps, on pourrait dire le contraire, en fait, puisque intérêt public, ça vient toucher, enfin dire que ça nous concerne tous en fait ces choses-là, alors qu'intérêt général, ça viendrait dire que c'est l'État qui vient dominer par cette décision. Et qu'est-ce qui aurait le plus de valeur aujourd'hui à vos yeux? L'intérêt public, l'intérêt général? Je pense que c'est une articulation en fait. C'est ce qui m'intéresse, c'est de dire que l'architecture, elle est placée dans un contexte général décrit par la loi qui est celui de la question des paysages, qui est celui de la question des milieux, qui est celui de la question des patrimoines, et qu'en fait c'est tout ça qui nous concerne tous. C'est ça qui m'intéresse dans cette notion d'intérêt public, ça nous concerne tous. Laurence Berthaud, il y a le côté visible quand on construit, quand on fait. Le côté invisible, c'est notamment celui des lois, même si c'est évidemment ça vous contraint tous les jours. Comment on fait justement pour essayer de rendre visible l'invisible? Je sais, c'est un peu complexe. Non, c'est une question qu'on commence à se poser. Enfin, qu'on commence. Oui, on commence à se la poser dans ce conseil. Faire un plaidoyer de l'invisible. Le visible en architecture, c'est effectivement l'objet qu'on pose. On le voit à la Cité. J'adore arpenter les couloirs de la Cité de l'Architecture. On a plein d'objets visibles qui traversent les époques et qui nous rappellent aussi les époques, l'histoire, les pensées, les théories architecturales. Donc tout ça, c'est assez facile. C'est assez facile d'en débattre. C'est assez facile aussi de le critiquer. D'où le débat incessant sur l'architecture. Et puis il y a ce débat de l'invisible. On a tendance à dire, et ce matin il y avait un architecte dans un atelier qui nous rappelait que le crayon était un de nos outils, un des outils indispensables. Et effectivement, notre premier outil à l'architecte, c'est de faire un trait. Et j'ai tendance à dire aux lycéens que j'accompagne que derrière ce trait a du sens. Et c'est tout là où est l'invisible en architecture, le sens qu'on met dans ce trait, donc l'usage, la participation des habitants, donc en fait toute la conception intrinsèque qu'on ne voit pas et pourtant que l'architecte et l'architecture défend. On travaille pour un usage, on travaille aussi avec de la technique, bien évidemment, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Hein. Quand on fait la Tour Eiffel, on voit bien la technique. Et l'ingénierie, les ingénieurs sont là. Et parfois, la technique est cachée. Et puis, on parlera plus tard, peut-être, de la rénovation thermique des bâtiments. En tout cas, l'invisible, c'est le sens qu'on donne au trait. Peut-être Julien Bargeton, si vous voulez éventuellement compléter, parce qu'à la Cité aussi, j'imagine que cette notion-là est visible. Alors, tout à fait. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est vrai que
dans la dimension culturelle de l'architecture, c'est plus facile dans la mesure où on a des œuvres, et donc il y a le débat sur la création architecturale, d'ailleurs avec le versus parfois culture architecturale. La culture architecturale, c'est l'ensemble des créations architecturales, et nous, on est toujours évidemment à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, comme aussi l'architecture comme expression d'une mémoire collective. Mais au fond, on sait bien que le patrimoine, ce sont des architectures contemporaines qui se sont sédimentées dans le temps. Il y a la partie sur l'architecture contemporaine, et puis ce que vous dites, l'invisible, que nous, on essaie de faire vivre sur des thèmes, des débats, notamment dans toute la partie prospective, conférence, colloque. Cependant, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie défense aussi à avoir de l'architecture en tant que telle, notamment parce qu'elle est soumise, je crois, comme beaucoup des dimensions de la culture aujourd'hui, par une forme de retour de bâton qui est potentiellement dangereux. Et donc, à la Cité de l'Architecture, on se fait les promoteurs de l'histoire architecturelle française et internationale, avec une dimension française, c'est réel, et puis aussi d'apprentissage et de médiation. Alors, la façon, c'est comment faire, j'y reviendrai après, je ne vais pas monopoliser la parole. Je crois qu'il faut qu'on se projette davantage sur les territoires pour le faire partager. J'ai signé récemment une convention avec le Mans pour leur lieu d'architecture pour accroître nos partenariats, et l'exposition que nous y faisons marche très bien. C'est important que des publics variés, diversifiés, aillent s'informer, apprendre, découvrir l'architecture en proximité. Je crois que c'est vraiment un débat aujourd'hui fondamental notamment. Et puis, inversement, que nous, à la Cité, on puisse aussi faire vivre les territoires, et notamment les débats qui vous animent. L'ordre, il est très organisé d'un point de vue territorial. L'architecture est souvent très territoriale. Il y a les tracts, etc. Et c'est important qu'à la Cité, on soit davantage les démonstrateurs des solutions que architectes, urbanistes, paysagistes, avec les élus, avec les spécialistes, apportent au niveau local, pour que, en fait, on irrigue dans les deux sens. Parce que ce débat, c'est vrai qu'il part de l'objet, mais l'objet lui-même, il est parfois contesté. On voit très bien les études sur ce qu'aiment les Français en termes de goût architectural. Et donc, c'est une flamme qu'il faut constamment animer, porter, pour expliquer le rôle, le savoir-faire et ce qu'a été finalement l'apport des architectes à notre pays, parce que je ne dis pas que c'est de moins en moins évident, il y a beaucoup de formes, il y a une forme de médiation, notamment avec tous les types de publics, familiaux, enfants, etc. J'y attache énormément d'importance à la médiation, parce que je crois que aujourd'hui, c'est effectivement ce qui permet de dépasser un certain nombre de facilités dans le débat. Et l'invisible en fait partie, ce que vous disiez, les enjeux actuels, ce que vous dessinez des perspectives vers l'avenir. Et c'est vrai que ça passe aussi par une série de conférences et d'associations avec d'autres types de partenaires. Alors, vous n'avez pas dressé forcément un tableau sombre, Julien Bargeton, mais vous avez quand même expliqué, entre guillemets, qu'il y avait une forme de danger quelque part autour de l'architecture, qu'il fallait en prendre soin. Laurent Berthaud, vous, à l'ordre, est-ce que vous avez ce même sentiment? On a parlé des territoires, et qu'est-ce que vous mettez en place, notamment sur la région Île-de-France, pour justement essayer de faire irriguer cette notion autour de l'architecture? Juste avant de répondre à ça, je voulais vraiment rebondir sur ce que tu disais, Julien, parce qu'effectivement la médiation est indispensable, et on l'a vu ce matin, on a eu un atelier dessus, et bien évidemment cet objet, on le travaille avec l'environnement, avec la lumière, avec les habitants, avec énormément de sens. On peut faire de la philosophie aussi en architecture, et on le voit quand on se balade à la Cité. Donc voilà, bien évidemment, l'objet, il a du sens quand on y met du sens. Et moi, je suis adepte de Tadao Ando avec ces jeux de lumière sur ces architectures qui sont vraiment des objets harmonieux travaillés et qui ont du sens. La question, c'était excusez-moi... La question d'une forme de danger qui guette l'architecture. Au prendre soin, ou déjà... Et faire irriguer un petit peu la bonne parole au sein de la région Île-de-France.
La bonne parole de la région Île-de-France, c'est un peu complexe, mais je ne sais pas si c'est une question qui va arriver plus tard. La région Île-de-France, c'est la crise du logement, on l'a dit ce matin. C'est ce qui nous préoccupe. On peut l'aborder tout de suite, bien On sûr. peut l'aborder tout de suite. C'est ce qui nous préoccupe et comment on fait, nous, en architecture, pour répondre aux élus et aux décideurs sur comment faire avec cette crise du logement. Donc, bien évidemment, notre discours, c'est de ne pas répéter peut-être les crises du logement des années 50 avec les bars de banlieue. Et encore, ces bars étaient aussi habitables, avaient un usage précis et le bien vivre ensemble existait dans ces temps-là. Voilà, nous on parle maintenant de prendre soin du déjà là, de la transformation, de la transformation de l'existant, et c'est vraiment là où on doit porter aussi ces gestes de l'invisible, de l'architecture de l'invisible, où le déjà là, qu'est-ce qu'on fait avec, hein, et comment on fait pour en faire un usage approprié pour la cité, pour les citoyens, pour faire ville en fait. Ce qui nous amène aussi tout droit à poser cette fameuse question du SNA. Parce que ça a été détaillé un petit peu tout à l'heure. C'est une fille, en fait. C'est là. Très bien. Et du coup, ça a été détaillé un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir forcément dans l'intégralité de tous les détails du plan, bien entendu. Mais quand on entend sur la crise du logement, quand on parle aussi éventuellement, comme le disait Julien Bargeton, de quelque part de prendre soin de cette notion d'architecture, la SNA vient en aide à l'ensemble aujourd'hui des architectes, mais pas que, j'imagine. Oui, alors, c'est pas exactement une trousse de survie, mais c'est quelque chose qui a trait à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. D'abord, c'est pour un ministère et même pour un gouvernement, en fait, puisque ce dont on se rend compte, et on vient de le comprendre là, c'est que l'architecture, ça touche aussi, pas seulement le ministère de la Culture. Première chose, c'est comment est-ce qu'on rend visible ce que l'on fait ou ce vers quoi on veut aller. Donc cette SNA qui veut dire donc Stratégie nationale pour l'architecture, sa première fonction c'est aussi d'être, tu parlais de Rousseau, une sorte de contrat social entre ceux qui sont en charge de la politique de l'architecture et ceux qui en sont les récepteurs. Donc elle s'adresse évidemment à l'ensemble des habitants de notre pays, elle s'adresse aussi à ceux qui font la commande de l'architecture, puisqu'en fait les architectes c'est bien, mais quand même des gens qui font surtout de la commande d'architecture, et puis à celles et ceux qui veulent faire de l'architecture leur métier, pas seulement en étant architecte d'ailleurs, j'y reviendrai. Donc ça c'est l'objectif de ce document qui a été annoncé par la ministre au mois de février, et qui, ce faisant, s'attache à dire finalement des choses peut-être connues, mais des choses aussi peut-être simples, comme celle que vient de dire Laurence, mais auxquelles il faut prêter attention. Comment on fait pour aller vers les espaces dans leur singularité et non pas de façon homogène dans tout le territoire national. Comment on va faire pour aller vers les publics dans leur singularité. Pour parler de ce qui finalement, enfin, pour parler et actionner des leviers sur l'architecture avec des cibles qui sont variées. C'est quoi enseigner l'architecture et comment on l'oriente dans les 5 prochaines années? C'est quoi accompagner des professionnels de l'architecture dans leur diversité? Enfin, c'est tout ça les pistes vers lesquelles on veut aller. Et alors, comment faire pour que le monde de l'architecture se l'approprie justement? Alors, déjà, on a essayé de faire un document court, donc, ce qui est une première façon de faire, à la demande d'ailleurs des représentants de l'ordre. Alors, comment faire? On a des opérateurs qui se saisissent du sujet. On a, en tant que ministère, des services déconcentrés qui sont en région et avec lesquels je souhaite qu'on travaille sur justement la façon dont on va finalement infuser au niveau régional cette ESNA en portant peut-être des actions régionales en fonction des contextes. En réalité, mettre en œuvre une stratégie nationale pour l'architecture dans une région telle que l'Île-de-France, ça ne va pas forcément se faire avec les 5 mêmes priorités à La Réunion, par exemple. Enfin, voilà, quand je le dis comme ça semble totalement évident. Mais ça, c'est aussi une logique
qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. En fait, c'est une logique globale. C'est comment, à partir de l'endroit où je suis, je territorialise et j'identifie mes priorités pour faire atterrir. Où atterrir? Comment atterrir? Voilà. Alors, Laurence Bargeton, peut-être en tant que présidente de l'Ordre, moi j'aimerais bien avoir votre sentiment. J'interrogerai évidemment Julien Bargeton dans la foulée, mais je pense qu'on a besoin d'avoir votre sentiment sur cette stratégie et comment vous allez faire irriguer là aussi, adapter, porter la parole, et quel est votre sentiment sur cette feuille de route? Cette feuille de route, on l'a découvert depuis le 4 février, mais on l'avait un peu évoqué ensemble et travaillé sur certains points, notamment le point sur la médiation et la diffusion. En tout cas, notre sentiment, c'est que l'architecture est politique et donc que voilà, elle est arrivée. On a cette stratégie nationale qui nous conduit sur un chemin politique de visibilité de l'architecture. Donc, on est là sur ces assises pour pas la mettre en œuvre, mais pour peut-être un point de départ, et en tout cas un point de départ de dialogue. Je pense qu'on l'a tous, et c'est pour ça que vous êtes aussi mes invités et nos invités ce soir. L'architecture, c'est un lieu de dialogue. Et l'architecte, c'est pas seulement un technicien, c'est pas seulement un artiste, c'est aussi un penseur, c'est aussi un chercheur. Et à partir de là, si on met toutes ces compétences, et c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, je crois que dans l'atelier du matin, il y avait des sociologues ou des philosophes, enfin on essaye de mixer un peu toutes ces compétences, et Julien en est aussi l'expression ce soir, si on concilie et si on dialogue, je pense qu'on devrait arriver à prendre ce chemin commun et ces perspectives communes. Julien Bargeton. Oui, non, ça c'est très important. Enfin, dans ma partie qui concerne effectivement la diffusion du goût, j'ose ce terme esthétique, du goût et du savoir de la culture architecturale, parce que c'est notre rôle à la Cité, sur les territoires. Évidemment, ça ne peut se faire qu'avec les autres, et notamment en partenariat étroit avec le ministère, qui est notre tutelle, mais aussi avec l'Ordre. Moi, je souhaite qu'on bâtisse un partenariat écrit, formel, avec l'Ordre des architectes, pour voir ce qu'on fait ensemble, qu'on soit complémentaires et pas redondants, qu'on démultiplie nos forces en faveur de la diffusion de la culture architecturale, mais aussi de l'urbanisme, bien sûr, et du paysage, parce que ça va sans dire en France. C'est vrai que c'est compliqué à expliquer. L'architecte, aujourd'hui, moi je prends souvent cet exemple du chef d'orchestre. Bon, c'est une image peut-être facile, mais pour moi l'architecte est un chef d'orchestre aujourd'hui des mutations urbaines, notamment pas seulement urbaines, mais en particulier urbaines, mais également dans le rural. Mais en tout cas, dès la transformation, il n'est plus seul, mais il doit rester au centre. En tout cas, c'est le propos de ce que nous montre plutôt l'histoire des collections de notre cité, de l'architecture et du patrimoine. Mais évidemment, ça se fait donc nécessairement à plusieurs. On a toujours ce paradoxe, hein, c'est que l'architecture, on y vit. On ne peut pas fermer les yeux. Un espace public, il est déterminé par les bâtiments qui l'entourent. On rentre dans l'architecture, alors que on peut j'ai commis un rapport sur la musique il y a quelques temps, mais on peut ne pas écouter de musique si on n'aime pas, on peut ne pas aller voir d'exposition de peinture si on n'aime pas, etc. Mais on ne peut pas ne pas vivre dans l'architecture. Et pourtant, c'est une discipline, un art, on ne va pas rentrer dans les définitions, etc., avec laquelle les Français ont peut-être parfois une plus grande complexité d'approche. Et pourquoi, selon vous? Parce que ça manie beaucoup de choses, c'est une matière complexe et ça nécessite de la médiation. C'est pour ça que je reviens toujours sur ce thème de médiation. L'art aussi en général, mais c'est quand même, c'est pas tout à fait le même rapport qu'on a avec, je crois, la peinture ou la sculpture, par exemple. L'architecture, c'est la sculpture, mais dans laquelle on rentre. Bon, mais donc ça nécessite évidemment une médiation et un travail, je crois, en commun. On distingue des Français qui sont des amateurs. À la Cité, on a beaucoup d'amateurs éclairés, des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes, mais qui viennent régulièrement. On a des publics intéressés. Cela, c'est très important parce qu'il faut les tirer, il faut expliquer, etc. Et puis les publics éloignés qu'il faut aller chercher. Alors, chercher par plein de matières. Je travaille, par exemple, c'est des petits bouts, hein, c'est des petites choses, mais signer un partenariat avec la préfecture des Hauts-de-Seine sur le quartier des Blagies,
qui est un quartier en difficulté, sur lequel on va faire de la médiation sur l'architecture. Il se trouve qu'il y a le plus petit cirque du monde dans ce quartier-là, qui est entre 4 communes. Et donc je crois beaucoup, moi, à l'étincelle, à la rencontre. Et je crois beaucoup à la multiplicité des actions. Et sans avoir une vision surtout pas descendante, il faut quand même qu'on se mette tous autour de la même table. L'idée, c'est quand même de fédérer un peu les énergies, parce qu'on fait tous beaucoup de choses, on se démultiplie, et il faut essayer de converger. C'est pour ça aussi que je souhaite travailler avec l'Académie d'architecture, avec l'Ordre national, pour qu'on voit comment, finalement, sans faire les uns à la place des autres, sans dire qu'on fait mieux que les autres, mais finalement qu'on soit plutôt dans une logique où on essaye, chacun avec nos spécificités, nos singularités, de défendre cette cause singulière qui est, pour moi, le fait de promouvoir la culture architecturale auprès des Français, pour le dire rapidement. Et s'asseoir autour de la même table, ça veut dire que là, aujourd'hui, vous l'êtes, mais d'habitude, ça n'est pas le cas? Si, ça l'est. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Non, ça l'est, mais je pense qu'on vit dans un moment et puis, où il faut plutôt démultiplier les forces, les faire converger. Ça ne veut pas dire qu'il y a déjà plein de choses qui se font, mais je pense que le moment est venu, dans cette année, de se dire que on y va tous ensemble à fond sur certains thèmes. Et donc, notamment, on le formalise. Par exemple, la cité doit démultiplier les itinérances d'exposition. Ça peut paraître des petites choses. Elle en faisait déjà des expositions à travers les territoires. Ouais. Il faut en recréer. Il faut tisser des liens avec lesquels aujourd'hui on n'est pas en lien. Il faut les maisons d'architecture. On a d'excellents rapports avec les maisons d'architecture, mais je pense qu'il y a un passage à l'échelle aujourd'hui qui doit se faire. C'est-à-dire comment on passe du prototype, de l'expérience, de l'expérimentation, à une vision plus globale à l'échelle en faveur de l'architecture. En tout cas, c'est notre volonté à la cité. Mais il y a déjà des choses qui existent. Je pense qu'on peut faire davantage et on peut faire davantage ensemble. Et un effet moteur, nous dit Julien Bargeton, si on entend bien, un petit coup de boost. C'est un peu ça, Hélène Fernandez. Mais en fait, je crois qu'on a un paradoxe, c'est-à-dire que comment dire, le substrat, on l'a. C'est-à-dire qu'en réalité, dans un territoire donné, prenons l'Île-de-France, mais bon, c'est toujours plus facile, on a toute cette infrastructure que tu as décrite, les CAUE, les maisons de l'architecture, les débats qui s'organisent ici, des débats qui s'organisent ailleurs, même à l'Académie du climat, on parle d'architecture, dans les écoles d'architecture, on reçoit, enfin bon bref. Donc on a ça. Mais je trouve, enfin ça va peut-être être sur aussi à nouveau la question du visible et de l'invisible. C'est une discipline ou une matière qui a tellement embarqué dans les 10 dernières années finalement les attendus des autres, transition écologique, urbanité, rénovation, enfin bref, tout ce qui nous est arrivé depuis les 15 dernières années, que d'une certaine façon, c'est compliqué aujourd'hui d'expliquer ce que c'est que l'architecture en dehors de la définition du petit Larousse. Ça paraît lointain pour je sais, pour non, les Français, parce que on ne peut pas dire que les Français, ça paraît lointain, parce qu'en réalité, si vous regardez les statistiques, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens, en fait, ils passent leur journée à visiter de l'architecture quand ils sont en vacances. Bon, alors, ils appellent ça patrimoine, mais en réalité, il n'y a que eux qui appellent ça patrimoine. Nous, on appelle ça architecture. Enfin, quand vous allez à Versailles, vous êtes dans quoi, au juste ? Vous êtes dans un édifice installé dans un contexte créé et dessiné. Bon, bref. Donc, les Français passent leur temps à visiter de l'architecture. Mieux encore, quand on regarde les 6 édifices les plus visités de France, parmi eux, il y en a 3,5 qui sont des édifices construits après les années 70, puisque vous avez le Louvre avec sa pyramide, vous avez le musée des arts d'Afrique et d'Océanie, vous avez Beaubourg. Enfin bref, donc en fait, il y a beaucoup plus de gens qui se rendent dans des édifices, ouvrez les guillemets, contemporains que des édifices non contemporains, si tant est que ça existe. Donc en réalité, il n'y a pas de distance. Par contre, je trouve qu'on peine à expliquer, mais j'endosse la responsabilité parce que j'assure en plus la tutelle des écoles d'architecture, donc je me sens doublement responsable.
On peine à expliquer ce qui est l'invisible de l'architecture et ce qui est son prix et sa qualité, c'est-à-dire ce qui n'est pas sa façade, ce qui est la disposition qu'elle offre dans une parcelle, ce qu'elle offre à la question urbaine, ce qu'elle fait du logement quand elle s'en occupe, ce qu'elle fait de la vue quand elle s'en occupe. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire la géométrie de l'architecture, d'une certaine façon, c'est pas ce qui est le plus connu, et pourtant, pour un architecte, il me semble que c'est le plus central. Alors moi, j'ai envie tout simplement de vous demander, Laurence Berton, pourquoi c'est pas le plus connu et qu'est-ce qu'il faudrait pour? En fait, effectivement, c'est le constat qu'on fait depuis quelques années. Le constat, c'est bien, mais maintenant, comment on fait pour changer? En fait, ça, ce que tu disais, c'est... en fait, elle façonne notre expression au monde, notre façon d'être. Et le rôle de l'architecte, quand il construit une école, quand il construit un habitat, c'est plus de construire un abri, c'est d'aller au-delà de ça. Et on en parlait il n'y a pas longtemps, Hélène, sur les architectes dans les écoles, pourquoi ne pas aller travailler avec les enfants sur l'expression de leur espace. Et effectivement, au-delà de la médiation, on doit, dans notre pratique quotidienne d'artisan, aussi aller chercher l'usager, aller parler avec l'usager pour aller au-delà de ces usages et lui donner du sens. Voilà, donc c'est assez complexe et aussi assez simple. Enfin, moi, je trouve que c'est simple, mais finalement pas assez développé ou pas assez remis en avant. Moi, je suis effrayée. Enfin, on est effrayée. On en a discuté hier soir à l'exposition de l'INRAP. On est assez effrayé sur peut-être la vision du beau du monde contemporain, enfin du monde actuel. Ce néoclassicisme qui revient à la mode et qui envahit nos paysages de banlieue en Île-de-France. Moi, je parle vraiment de l'Île-de-France. De plus en plus, on voit des rues pseudo-haussmanniennes au Blanc-Ménil, à Aulnay-sous-Bois, au Plessis. Et quand on parle aux élus, c'est mais pourquoi on ne pourrait pas donner de la qualité et du beau aussi à nos administrés en banlieue? Alors en fait, je pense qu'il y a l'opposition entre ces cités ces cités radieuses qui finalement ont été oubliées. Elles étaient radieuses pourtant pour certaines. On vivait bien, on était ensemble, mais c'était des grandes barres, mais le vivre ensemble existait quand même dans les banlieues. Et puis maintenant, on apporte du beau pour tenter de faire le vivre ensemble. Donc voilà, je peux parler indéfiniment de ça, mais je suis effrayée parce en tout cas moi, en tant qu'architecte, je suis effrayée de ce qui arrive. Je suis effrayée des discours de Monsieur Trump. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne sur le devant de la scène, qu'on revienne sur le devant de la scène politique. J'ai Christophe Millet qui nous a rejoint, donc je vais te demander de venir sur scène, parler avec nous de cette politique en devenir, si vous permettez. Bien sûr. Que Bonsoir. j'appelle, parce qu'on a le président de National qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre. Donc on te laisse la parole sur ces échanges. Après moult rendez-vous politiques. Alors c'est pas un piège, jour. c'est pas un piège. On va essayer de vous aider quand même, parce que vous venez d'arriver. Mais peut-être sur ce qui vient d'être dit, on a entendu beaucoup de questions autour de l'intérêt public, mais aussi autour de l'architecture comme étant de la politique, parce qu'il faut bien aussi parler aux élus comme étant un bien commun. Peut-être avoir votre sentiment sur ce point. Oui, allez-y. Je vais l'allumer. C'est bon. Je vais essayer de garder quelques secondes. Bienvenue en Île-de-France. Merci. Déjà, bonjour à tous. Je me présente rapidement, Christophe Millet, président du Conseil national de l'Ordre des architectes et architecte notamment à Lyon et à Paris accessoirement, quand il me reste un peu de temps pour travailler. Alors, l'intérêt public de l'architecture. Non, mais peut-être vous apporter une petite réflexion ou une réponse que j'apporte à chaque fois qu'on doit parler. Alors ça reprendra la beauté, ça reprendra l'aménagement.
Mais ce sujet tabou qui est la qualité architecturale, la question de la qualité architecturale, cette sémantique qu'on doit s'interdire de poser dans nos discours et dans nos mots, puisqu'on ne serait pas capable de définir ce que serait que la qualité d'une architecture. Moi, peut-être la définition que je peux y apporter, c'est deux principes. Un, l'architecture, tant qu'elle est d'intérêt général, elle devient de qualité. Et tant que l'architecte est indépendant, l'architecture devient de qualité. Pour moi, ce sont les deux jambes indispensables à ce qu'on pourrait définir comme étant cette fameuse qualité architecturale. Ça sort de l'esthétisme, ça sort de la beauté, ça sort des jugements de valeur qu'on pourrait avoir, ou de nos formations, ou de nos parcours respectifs, nous architectes ou non architectes, qui viendraient juger ce que pourrait être une architecture. Pour autant, s'il y a deux critères qui sont facilement identifiables quand on observe une architecture, c'est l'indépendance de l'architecte et l'intérêt général que l'architecte a apporté à son architecture. Et pour moi, ces deux jambes, ces deux piliers, ces deux moteurs que nous, tous les architectes, on cherche à préserver dans nos agences, dans notre pratique. C'est aussi la garantie auprès de nos maîtres d'ouvrage que notre production, notre travail, tout ce qu'on met dans le cœur de notre quotidien, dans nos dessins, dans nos chantiers, portera le nom de qualité architecturale. Voilà ce que je peux peut-être dire, mais c'est comme ça que moi... C'est une belle entrée en matière pour quelqu'un qui vient juste d'arriver. Vous restez avec nous. Je vous demande peut-être aussi de préparer des questions parce que vous pourrez interroger évidemment nos invités. Madame Fernandez, vous vouliez vous exprimer. Ouais, enfin, moi, je pense que on est dans un moment difficile pour toutes les raisons que vous avez évoquées, mais qui est aussi assez difficile intellectuellement, à vrai dire. Et y compris, j'en parle depuis la Direction générale des patrimoines et de l'architecture. D'une part, on construit un référentiel culturel et un système, on va dire, de reconnaissance très fort par la question historique et la question de la reconnaissance de notre histoire en général, et qui passe par la monumentalisation, par le système de reconnaissance des quartiers les plus anciens, leur protection. Bref, on s'inscrit dans une logique où la valeur de notre mémoire est très importante. Et Prost en parlerait 10 fois mieux que moi. Mais en même temps, comme dirait notre président, on est dans notre contemporain, où finalement ce qui nous bouleverse le plus, c'est plutôt notre géographie, puisque c'est elle qui nous fait courir des risques, c'est elle qui se transforme radicalement, c'est elle dans laquelle on vit, et c'est notre climat en fait, c'est notre milieu. Et puis c'est notre contexte évidemment socio-économique dans lequel il faut faire avec, ça sera d'ailleurs le thème de la Biennale d'architecture qui s'ouvre le 9 mai. Donc comment est-ce qu'on opère ce que Prost dit, c'est-à-dire la liaison entre l'architecture une et indivisible, celle des héritages mais aussi celle du futur, avec, en tant que citoyenne, pour le coup, je le dis, des demandes contradictoires. Ce qui se passe aujourd'hui en Île-de-France, dans certaines villes qui fabriquent des domaines des dieux, c'est très intéressant parce que, en fait, ce sont à la fois des signes, comme un Disney World, qui est un signe. Enfin, les Venturi ont écrit là-dessus, hein, donc voilà, ils nous avaient prévenus. Ce sont des signes, mais en même temps, ce ne sont pas du tout des répliques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du logement, par exemple, on a tous les signes de la modernité, y compris la plus détestable, c'est-à-dire pas de cuisine, ou plus de séjour, je ne sais pas comment il faut le dire, ou bien des doubles hauteurs. Jamais on a fait une double hauteur dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Les étages étaient hauts quand on était riche, mais il n'y avait pas de mezzanine. Donc on a cette espèce d'hybridation pour essayer de faire sens dans une société où en fait c'est compliqué de fabriquer un truc. Peut-être ce qui nous appartient, et j'en finirai là, c'est de rendre visibles ces débats et ces alternatives, c'est-à-dire de ne pas faire croire qu'en fait, quand je vais rénover le grand ensemble de Aulnay-sous-Bois, en fait, il y a une solution. Non, en fait, il n'y a pas une solution. Il y a une prise de position par rapport à cette question. Donc, il y a des alternatives.
Quand je vais intervenir sur un lotissement, eh ben, c'est pareil. Donc peut-être que nous, ce qui nous appartient, parce qu'on est plutôt entre pairs ici, en fait, si je regarde le panorama, c'est de montrer via nos médias, via nos opérateurs, avec les journalistes, qu'en fait, oui, il y a un débat aujourd'hui dans notre société sur l'architecture. Et il y a un débat dans la société, et peut-être Julien Bargeton, vous voulez intervenir là-dessus, parce que dans l'axe 2, notamment de votre feuille de route que vous avez montée avec le ministère, il y a aussi toute cette notion de l'axe autour de la culture et comment essayer de faire résonner cette question de la culture. Ce que disait Hélène est très important. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous anime à la Cité et va nous animer de plus en plus. Effectivement, c'est de donner à voir les débats qui traversent l'architecture, l'urbanisme, etc. C'est-à-dire pas trop de juxtaposer, ce qui est bien aussi, hein, d'avoir des grandes conférences d'architectes, etc., mais d'assumer davantage le risque, de prendre le risque finalement de donner à voir au plus grand nombre, on est toujours diffusé sur les réseaux, etc., des débats qui finalement voilà, animent, traversent la société et qu'on doit finalement montrer, tout simplement. Pour revenir sur ce qu'on disait, je ne sais pas aussi, il y a peut-être un sujet de... Moi, c'est un point de vue, c'est la culture générale de l'architecture. On ne peut pas en vouloir aux professeurs qui ont fort à faire. On ne parle pas tant que ça d'architecture, mais est-ce qu'on parle beaucoup d'histoire de l'art? Est-ce qu'on parle plus d'histoire de l'art dans les cursus? Nous, quand on s'adresse, en tout cas aux scolaires, ça marche très très bien. Il y a 50 000 scolaires par an à la Cité. C'est vraiment les groupes qui sont les plus remplis. On n'arrive pas à répondre à la demande, en réalité. On a lancé un concours sur les cabanes. Cabanes, bon, c'est un thème évidemment qui parle à l'enfance beaucoup. Mais ça a dépassé toutes nos attentes en termes de nombre de classes qui ont répondu, de la maternelle jusqu'au lycée, avec tous les rectorats qui ont répondu. On a eu près de 200 réponses. Et il faut qu'on fasse un jury pour sélectionner, etc., avec des enfants qui nous ont envoyé, qui ont construit leur cabane, qui nous ont envoyé des comptes, etc. Donc moi, je suis persuadé, pardon pour ce lapsus, mais je suis passionné aussi. Je suis persuadé qu'on peut arriver à passionner sur ces sujets. Ça demande beaucoup d'efforts et ça demande des convergences entre nous. C'est ce que je crois, des partenariats et des exemples. Voilà, mais sans vouloir forcément défendre les politiques publiques non plus, parce que voilà, mais je suis aussi dans mon rôle. Là, il y a les 10 quartiers de demain du président. Bon. Les 10 quartiers de demain du président, on a lancé à la Cité. On va faire la manufacture avec les habitants le 6 juin. Il y aura une exposition des lauréats en décembre. Il faut aussi se saisir, voilà, je trouve que c'est un projet formidable, mais il faut que ce soit réplicable, bien sûr. Il faut aussi se saisir des moments qui existent pour faire parler, pour expliquer. J'espère qu'il y aura le maximum d'habitants des quartiers à la Cité, à Paris, qui en profiteront aussi pour voir nos maquettes, pour voir aussi les moulages de Viollet-le-Duc, etc. Et que ce soit un moment où on fasse ce lien, parce que la Cité, elle est là pour ça, entre le passé, l'avenir, le présent, les projets, le travail en commun, les architectes avec les paysagistes, les urbanistes, le ministère, le logement, enfin, tout ce qui permet, en fait, de se dépasser, de dépasser ce qui peut être nos différences, nos appréciations, et c'est bien légitime, pour se dire on converge vers l'intérêt public. Pour revenir au départ de la question, l'intérêt public, c'est toujours ça, c'est est-ce qu'il est donné, est-ce qu'il tombe dans une perspective rousseauiste ou platonicienne, pardon pour ce passage philosophique, ou est-ce qu'on le construit dans une perspective plus lockienne, peu importe, mais en tout cas, l'intérêt public, je pense qu'il émerge aussi d'abord des débats et des travaux en commun. Je crois que 2025 doit vraiment être une année où on s'attelle, en tout cas c'est notre intention, on s'attelle vraiment à cela, à faire vivre, parler et partager l'architecture comme, évidemment pas seul, hein, l'architecte et l'architecture pas tout seul, mais aussi avec les urbanistes et les paysagistes bien sûr, mais dans cet ensemble, je pense qu'on a là plusieurs occasions à saisir pour le faire vivre. Et donc parler, débattre et faire vivre. C'est le moment peut-être pour poser aussi quelques questions à nos invités. Alors, évidemment, le micro tournera. S'il y a déjà une ou deux mains qui peuvent se lever, je suis sûr que vous avez forcément des questions à poser à nos invités éventuellement. Oui, monsieur Pierre, si vous voulez bien
Merci beaucoup. Oui, bonsoir, Jean-Pierre Lévesque, vice-président du CROAIF. Je suis très très heureux de la tournure que prend ce débat, parce que c'était un peu la thématique de ces assises, hein, parler d'architecture au sein de l'ordre. Et pour le coup, effectivement, ce sujet n'a-t-il pas été trop longtemps aussi un peu difficile à aborder par les architectes eux-mêmes? C'était une des thématiques de ce matin d'une table ronde. Et voilà, c'est une question que je vous pose. Et quelles en seraient, comment est-ce que l'on peut se réinvestir là-dedans et comment, à l'issue de cette fabuleuse journée, on va pouvoir reparler d'architecture au-delà de ces murs? Christophe Millet. Alors, moi, attends, Ah ben- on va pas faire la Hélène psychanalyse Fernandez et des Christophe architectes, hein, mais en plus, moi, ça tombe bien, j'en suis une, donc je me mets dans le lot. Moi, je pense qu'il y a des systèmes, on va dire, sociaux qui font qu'on on n'est pas dans les conditions où on peut finalement mettre à nu son travail d'une certaine façon. Donc il y a probablement un facteur de système social concurrentiel où on se sent interdit de parler de son art parce qu'on est déprécié. Enfin, je sais pas. Forcément, il y a des aspects venant de l'extérieur qui ont créé les conditions finalement d'une relative invisibilisation de ce que c'est que l'architecture au sens des architectes. Deuxièmement, il y a un peu le syndrome du bon élève qui est aussi un facteur économique. C'est pour prendre sa place dans le marché, il faut répondre à la question de l'autre. Donc les questions de l'autre, elles étaient tellement nombreuses que du coup, on a oublié de répondre à ses propres questions. Et puis enfin, c'est pas évident et je trouve que on est aussi peut-être dans un moment où on pourrait mieux profiter des réseaux sociaux pour travailler cette question de la démonstration, parce qu'en fait c'est ça de ça dont on est en train de parler, hein, de la démonstration de ce que c'est l'architecture. Et il me semble que l'état de décrépitude dans lequel se trouve la production de logements aujourd'hui est une opportunité. C'est-à-dire que les 10 dernières années ont vu se dégrader très fortement les conditions de production du logement et n'ont pourtant pas opéré la démonstration que cette dégradation apportait une réponse à, par exemple, le manque de logements en nombre. Donc peut-être c'est un moment où on pourrait inverser la vapeur, c'est-à-dire se dire parlons d'autre chose que de la quantité de logement, mais parlons plutôt de ce que c'est que le logement, la qualité du logement. Et en particulier, par exemple, dans le logement social, je trouve assez étrange qu'on n'ait pas publié beaucoup plus ou produit dans la presse beaucoup plus de preuves qu'il est possible de produire, alors par exemple en Île-de-France, des logements sociaux aujourd'hui, en 2025, qui ne sont pas le je rentre, à gauche séjour salle de bain, à droite cuisine, à gauche séjour cuisine, enfin cuisine séjour je sais plus, et à droite salle de bain de chambre. En fait, on fait plein d'autres trucs, mais sauf que c'est pas assez voilà. Connu, su du Donc, grand public. Je pense qu'on est peut-être au moment où on pourrait retourner la chose. Alors, Laurence Berthaud, puis Christophe Millet dans la foulée. Très rapidement, c'est pas assez. Je vous en prie, allez-y. C'est pas assez connu du grand public. Non, c'est juste que on n'entend pas assez peut-être la voix des architectes ou on se fait pas assez entendre. Et effectivement, sur le séjour cuisine salle de bain, bien évidemment que les usages ont changé et que nous, c'est pour ça aussi qu'on dialogue avec des sociologues pour voir ce changement d'usage et réinventer un peu cet habitat en Île-de-France ou ailleurs. Voilà. Oui, je vais laisser Christophe conclure, parce que je suis le seul non-architecte de cette table ronde, ça s'est vu. Bon, évidemment, j'ai prêché pour ma paroisse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il y a besoin de médiation, pour les raisons qu'expliquait Hélène, mais pas simplement, pour des questions aussi de technique, de vocabulaire. Moi, j'essaie on le fait un peu sur nos expositions, mais j'aimerais
trouver un peu des influenceurs, quoi, des TikTokers de l'architecture avec qui signer des partenariats. Je vous dis ça, c'est un clin d'œil, mais Il y en a dans la salle. ou des Instagrammeurs, je ne sais pas, pardon pour citer les marques, mais surtout en ce moment, mais vous couperez au montage. C'est important, de mon point de vue, de diffuser une culture générale dès le plus jeune âge, peut-être pour éviter après aussi ces appréhensions, ces déformations, d'expliquer. On le disait, par exemple, c'est un débat qu'on a sur... tu parlais de ça sur les bars, on a accusé les architectes, mais ça s'explique, des conséquences des politiques de peuplement pour lesquelles ils ne sont à peu près pour rien. Parce qu'en réalité, l'histoire des grands ensembles, c'est quand même 50 ans de vie sociale postérieure qui explique la situation. Il peut y avoir des mauvais architectes, hein, attention, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, bon, ces facilités-là, il faut des mots simples pour les contourner, pour expliquer ce que c'est le métier, etc. Donc, évidemment, moi, pour répondre à votre question, si j'y réponds un peu directement comme ça, pas de façon provocante, mais amicale, je pense qu'effectivement, c'est comme la guerre, c'est quelque chose de trop important pour ne pas être laissé aux militaires, mais l'architecture, c'est quelque chose de trop important pour ne pas être laissé aux seuls architectes. En disant ça, je le dis avec un respect immense. Et le fait que tout simplement, parce que c'est pour ça l'intérêt public, c'est qu'en réalité, tout le monde doit s'en saisir. Et pour le porter à ce niveau-là de la société, mais vous le faites déjà beaucoup, hein. Il y a des enseignements formidables, il y a plein d'architectes qui vont dans des écoles, qui viennent aussi à la Cité, etc. Donc, ce n'est pas du tout une critique. Voilà, pour le porter à un niveau social, il faut qu'il y ait une amplification. Et cette amplification, elle doit venir par des relais, des ambassadeurs qui sont de toute nature et de tout type. Les architectes, mais je dirais dans un ensemble, parce que c'est ça un intérêt public, justement. Christophe Millet. Merci. Alors, merci Jean-Pierre. Moi, cette question, elle m'obsède. Mais elle m'obsède. C'est-à-dire, comment ou pourquoi, depuis 40 ans, 30 ans, on a supprimé du débat des architectes l'intérêt public de l'architecture. Mais pourquoi? Comment on en est arrivé là? Moi, j'ai pas de réponse, par contre. Mais ce que je sais, c'est que derrière la pudeur ou l'humilité, il y a des architectes qui ont un peu mis dans leur poche l'indépendance de l'architecte et l'intérêt public de l'architecture. À l'inverse, on a des architectes qui ont été très attachés à cette indépendance et à l'intérêt public, et d'un seul coup, on leur a donné un ego surdimensionné. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on amenait un architecte à défendre l'intérêt public de l'architecture ou son indépendance, qui sont les deux valeurs pour moi qui créent la qualité architecturale, d'un seul coup, on laissait entendre qu'il aurait un ego surdimensionnel. C'est-à-dire que sa propre capacité à faire de l'architecture sur les deux piliers qui sont fondamentaux ferait de lui qu'il a un ego, donc on le sort du principe de faire la ville, puisque d'un seul coup, quand on dit ego, c'est moi seul, je fais la ville, et il n'y a que moi qui... C'est-à-dire qu'on a toujours basculé entre l'humilité, on s'assoit sur nos principes, on affirme nos principes, on a de l'ego. Et comment on est arrivé à se dire qu'on n'ose plus affirmer nos propres principes, les valeurs fondamentales qui nous font faire de l'architecture, qui sont cet intérêt général, dès qu'on le met sur la table, d'un seul coup, on se retrouve hors du champ du débat public parce que... Vous avez une explication Non, je n'ai pas d'explication à ça, mais j'ai quelques prémices. Un, c'est comment l'architecte s'adapte à un monde capitaliste qui, d'un seul coup, ce monde capitaliste qui s'empare de l'aménagement de la ville. Les architectes, ils n'ont pas un cerveau qui est adapté au monde capitaliste et donc ont du mal à discuter de ce... Ou alors, est-ce que l'intérêt général est encore viable avec un monde capitaliste qui fait c'est encore un autre débat. L'intérêt public de l'architecture? Est-ce que ces débats est-ce que ces deux principes, monde capitaliste et intérêt public, sont encore compatibles? Et est-ce que finalement le monde capitaliste, le business, a englobé le débat au point que nous, avec notre intérêt public, finalement, on est devenu un peu d'arrière-garde? Il y a aussi, dans mes réflexions, comme ça que je me pose, il y a toutes les grandes conférences sur l'architecture. Elles ont complètement disparu. Les grands mouvements architecturaux, ça a disparu. On a d'ailleurs l'ordre... moi, je suis ravi de voir aujourd'hui qu'il y a un débat sur l'architecture. Mais globalement, des débats sur l'architecture, on n'en a pas tant que ça dans la profession.
pas la semaine dernière, il y a quelques semaines, j'ai participé à la remise d'un prix à Martinique sur l'architecture, et il y avait une catégorie maison individuelle. C'était un truc dramatique parce qu'il y a un seul architecte à présenter 5 projets, et c'était le seul. Donc en fait, le prix lui revenait de fait. Et le jury, sauf que le jury a décidé que les 5 projets n'étaient pas à la hauteur du prix. Ah oui. Donc il n'y a pas eu de prix décerné à cet architecte, alors qu'il avait les 5... Et moi, je devais remettre le prix. Un truc ballot. Donc l'architecte s'est emporté, parce qu'il était présent, il s'est emporté. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on ne prendrait pas le temps, plutôt que de se juger ou de débattre de l'architecture. Alors là, je ne vous cache pas, c'était les maisons tropicales en Martinique pour milliardaires. Donc autant dire que ce n'était pas un débat qu'on a encore souvent chez nous, chez les architectes. Mais ça veut dire qu'on a du mal, nous, profession, à se mettre autour de la table et à parler d'architecture, simplement. On le fait par événements comme ça, et je leur ai dit encore merci Laurence et merci le CROAIF d'organiser ça, mais on a assez peu le débat, parce qu'on a aussi peur entre nous de parler d'architecture, on a peur de confronter nos propres projets à un autre regard d'architecte, parce qu'on se prend des... C'est de la peur, c'est ce que vous croyez ? C'est peur, pudeur, je sais pas, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, aujourd'hui, un débat sur l'architecture, mais même les... moi, je disais tout à l'heure à ma directrice, j'ai un espèce de vieux fantasme, c'est de réunir les 3 Pritzker sur la même scène, notamment ici au CROAIF, ça serait magnifique, pour les écouter. Alors, ils sont peut-être une génération qui est derrière nous, mais pour autant, les écouter parler d'architecture, parce qu'au fond, l'intérêt public de l'architecture, ils la défendent. Et j'aimerais bien un jour les réunir. Mais même ça, aujourd'hui, on n'a pas de débat sur ces questions-là. Personne n'ose s'exposer vis-à-vis d'un autre confrère. Moi, c'est pas une réponse que j'apporte, il y a encore des questionnements, mais aujourd'hui, si on pouvait remettre l'architecture dans le débat public, mais déjà le remettre dans la profession, j'en serais déjà extrêmement fier. Et c'est ce que fait aujourd'hui Laurence Berthaud. Oui, en fait, notre affiche, elle a été très pensée aussi. Elle n'est pas que brutaliste. C'est une pierre qui commence à sculpter, et je pense que les affiches des assises futures, la pierre sera de plus en plus sculptée pour justement qu'on arrive à ce dialogue, constant entre professionnels de l'architecture et effectivement au-delà des architectes. Moi, je veux juste vraiment, parce qu'on parle des architectes et on parle de l'intérêt général, me faire le porte-parole de certains des conseillers du CROAIF qui m'ont interpellé tout à l'heure, et ils ont tellement raison. Pourquoi l'intérêt général de l'architecture est à partir des 150 mètres carrés, ces fameux 150 mètres carrés. Pourquoi en dessous de 150 mètres carrés il n'y a pas de gestes architecturaux? Pourquoi dans le déjà là, le prendre soin, il n'y a pas de reconnaissance de l'architecture encore et des architectes? Donc voilà, peut-être qu'à un moment donné, alors on sait que le débat politique est arrivé dernièrement, et on est assez prudent parce qu'il faut mettre des mots et du sens derrière ce débat politique. Mais voilà, ces fameux 150 mètres carrés, pourquoi pas 170, pourquoi pas 120, c'est à partir de 150 mètres carrés qu'on a besoin d'un architecte et qu'il est valable ou qu'elle est valable. Et on s'interroge beaucoup là-dessus. Voilà, c'est l'invisible en architecture. Vous voulez intervenir? Je t'introduis là. Oui, allez-y, bien sûr. Parce que la dimension politique est un peu interpellée, mais la dimension politique, elle est intéressante aussi. Allez-y, ça va marcher. Puisqu'on est entre pairs, ça va être beaucoup plus pratique. Alors moi, je suis interpellée puisque là, en fait, en tant que ministère en charge de la politique, on est garant d'un certain nombre de textes, et en l'occurrence celui-là. Donc celui qui dit depuis 2016 que le seuil, voilà, il y a eu une âpre négociation pour que alors ce seuil, il est pour celui qui construit pour lui-même. Je répète quand même. Et l'idée était que évidemment, ça a super bien marché. Quand on se construit une maison pour soi-même, on n'a pas besoin d'avoir recours à un architecte. Derrière ça, moi, je vois 2 idées. Hein. Alors, il y a celle ultra négative de dire le logement, finalement, c'est l'affaire voilà, du lambda, et il n'y a pas besoin de gens savants ayant fait des études pour faire du logement. Ça, c'est le côté négatif. Et d'ailleurs, ça a super bien marché parce qu'en France, dans les 30 ou 40 dernières années, on a majoritairement produit de la maison individuelle, et 6% de cette production
C'est seulement 6% qui sont faits avec des architectes, hein, donc ça a très très bien fonctionné. Donc bon, voilà, une grande réussite politique. Ça, c'est le premier truc. Donc c'était pour préserver ce qu'on appelle les petits porteurs de la surenchère supposée, chose d'ailleurs que nous devrions essayer de démontrer de l'architecte dans la construction. Après, moi, je suis en charge de l'architecture et pas que des architectes. Donc, je me sens quand même aussi redevable de tout un courant de pensée, celui de ceux qui ont écrit des livres comme Architecture sans architectes, de ceux qui ont fait l'histoire de l'architecture vernaculaire, et je pense que, étant désormais proustienne, je me reconnais aussi dans l'architecture qui n'est pas faite par les architectes. Donc, je n'ai pas envie de séparer des mondes de l'architecture où serait bien ce qui a été fait avec des architectes et serait moins bien ce qui n'a pas été fait avec des architectes, parce que j'aurais un problème historique. Mais la question pour moi, c'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à opérer la possibilité, parce que ça existe déjà, que même si ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas interdit. Et en particulier, j'ai une autre obsession. C'est pourquoi est-ce que mes interlocuteurs n'arrêtent pas de me dire qu'avec un architecte, c'est plus cher, alors que quand j'étais architecte, j'ai passé mes journées à faire descendre les prix. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à passer ses journées à faire descendre des prix, à négocier des prix avec les entreprises pour que ça descende, et ça renvoie l'image du mec ou de la fille qui est plus cher. J'aurais du mal à vous expliquer c'est mon obsession à moi. cette notion-là. Peut-être quelqu'un, éventuellement, Christophe, non. Éventuellement aussi, il y a d'autres questions ou interrogations ou interpellations. N'hésitez pas, levez la main, prendre la parole. Non, oui, madame, je vous en prie. On va vous donner un micro. Il arrive tout de suite. Vous vous présentez. Oui, je suis Anne Labroge, architecte et élue au CROAIF. Moi, c'était plutôt une interpellation. On a beaucoup parlé de médiation, on en parle beaucoup depuis ce matin. Néanmoins, et on a parlé des CAE, et je voulais interpeller un peu sur les CAE. Parce que, voilà, nous, en Ile-de-France, on a quelques CAE qui ne vont pas très bien. Et ils sont porteurs de la médiation, de plein de choses. Et moi, en tant qu'élue représentante au CA, je me sens un peu abandonnée par rapport à ce CAE. Et vraiment, c'est une interpellation. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ce CAE? Mais comment on peut renforcer ces CAE de manière générale, dont les statuts, dont les règlements intérieurs sont extrêmement fragiles. Et voilà, c'était plutôt help. Qu'est-ce que la SNA propose pour aussi ces CAE? C'est Hélène, bien sûr, qui va vous répondre. Moi, d'expérience, ça dépend aussi beaucoup de l'implication et de l'intérêt des élus pour l'architecture. Donc ça, c'est une autre dimension, en tout cas sur la cité. Je voudrais reprendre, j'ai peut-être travaillé, la formation aussi continue, parce qu'on a parlé de médiation, on a parlé des grands publics, moi je suis du côté service public culturel, il y a le sujet de la formation continue, et notamment à l'attention des élus, parce que les CAE, quand il y a des élus formidables qui adorent ça, je suis convaincu qu'il y en a plein qui marchent bien en France, mais effectivement, ça dépend un peu des personnes. Donc ça ouvre une perspective pour moi très importante, qui est au-delà de ce qu'on doit faire, former des chargés de mission, des chargés de projet pour l'Agence nationale de cohésion des territoires, pour la Banque des territoires, etc. Ce qu'on fait et ce qu'on doit amplifier massivement à la Cité. Faire revenir les élus à la Cité de l'Architecture, et pas simplement, là c'est parce que moi je suis président, mais aussi peut-être dans d'autres lieux, pour les former, parce que la qualité d'un CAE dépend aussi beaucoup de l'intérêt qui est porté. Et je pense que quand même dans ce sujet, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je suis très content que vous parliez de parler des CAE, c'est que quand même dans ce sujet de l'intérêt public de l'architecture, le rôle des élus locaux est fondamental.
est vraiment fondamentale, parce qu'ils passent beaucoup de commandes publiques, hein, tout simplement, parce qu'ils sont en proximité immédiate avec leurs habitants. Et donc, la compétence des élus en matière d'architecture et d'urbanisme est, à mon avis, clé dans ce sujet d'intérêt public. Et vous touchez aussi à la question de savoir comment on travaille mieux avec les élus locaux, évidemment. Madame Fernandez. Oui, du coup, merci, parce que c'est vrai que, évidemment, qu'on évoque ce sujet dans la stratégie nationale, mais sous plusieurs versants. Je prolongerai ce qui a été dit par le fait qu'on a identifié aussi la nécessité pour nous, un peu comme ce que tu fais, de créer, enfin, d'avoir un réseau d'élus amis et alliés de l'architecture, c'est-à-dire qu'il faut se compter, en fait. C'est un peu comme dans d'autres systèmes on va dire, d'influence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, si je me retourne, moi, je ne sais pas vraiment très bien qui sont les élus, les grands élus amis de l'architecture en France. Donc, voilà, on a au moins cette idée-là. Il va falloir qu'un jour, on se les mette autour de la table. On va commencer par un petit cercle et puis après, il sera plus grand, espérons. Mais chacun d'entre nous, on en connaît et il faut qu'on les mette ensemble parce qu'ils sont nos meilleurs ambassadeurs. Et évidemment, ils sont acteurs des conseils d'administration des CAUE et c'est eux qui doivent porter aussi la voix vis-à-vis des autres qui ont plus de doutes. Donc l'autre versant sur la question que tu as posée, c'est qu'on sait qu'il faut qu'on remette sur la table la question des CAUE de façon sérieuse avec l'autre acteur majeur des CAUE, qui est le ministère en charge de l'urbanisme. Et c'est un travail interministériel qu'il faut conduire, y compris parce qu'aujourd'hui, l'équation économique, elle ne tourne pas à 15 ans. On est adossé à une taxe qui a vocation, si on continue à réfléchir en termes de ZAN, espérons, je sors de mon rôle de fonctionnaire, mais en termes de reprise du déjà là, la taxe d'aménagement, elle a vocation à se tarir d'une certaine façon et réjouissons-nous. Or, les CAE sont adossés à un financement lié à la taxe d'aménagement. Donc, on sait qu'il faut qu'on reprenne ça sérieusement. On sait aussi que ce sont des associations loi de 1901 adossées à un périmètre départemental et que c'est peut-être une question aujourd'hui. Voilà, donc en gros, on a en priorité sur la planche la refonte du système d'organisation des CAUE, ça c'est un. L'influence via les élus. Et 3, on est face aussi à un défi qui est un peu générationnel, c'est qu'on a aussi une rotation des directeurs et directrices de CAUE qui s'opère aujourd'hui, qu'il faut qu'on accompagne, et notamment à la faveur de leur intégration dans des groupements d'intérêt public ou dans des agences ou dans des systèmes plus vastes, départementaux, dans lesquels parfois ils trouvent bien leur place, d'autres fois, et d'ailleurs malheureusement le plus souvent, ils trouvent une place pas adéquate. Et là encore, peut-être que la question principale, tu as posé celle de la médiation, mais moi je pense qu'une invention géniale du CAUE, c'était le conseil gratuit aux particuliers. Parce que l'adossement à l'intérêt public, encore une fois, il était vraiment dans cette offre publique d'un service public permettant à chacun d'être en fait acteur de l'acte architectural, même en dessous de 250 mètres carrés, parce qu'en réalité, c'était ça aussi la prestation des CAUE, c'était cette espèce de, en anglais on dit empowerment, mais je ne sais pas comment on dit en français, de chacun de nos concitoyens par justement l'aide, l'assistance, le conseil gratuit sur les projets. Alors peut-être que ce modèle ne tourne plus tel qu'on l'avait imaginé en 77, mais cette idée, je pense qu'elle est fondamentale au moment où après 10 ans ou 15 ans de rénovation énergétique, on se rend compte que notre limite, c'est d'avoir technicisé l'architecture et que du coup, on n'atteint pas les niveaux de performance qu'on espérait parce qu'on n'a pas formé les occupants. Et on ne leur a pas expliqué dans quoi ils rentraient correctement. Et cette nécessité, du coup, à nouveau,
du conseil gratuit, de l'implication de chacun, de la prise en charge par tous de la question de qu'est-ce qu'on fait avec notre bâti et comment j'en prends soin, c'est aussi ça qui va être l'avenir des CEE. Laurence Berthaud, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais rebondir sur l'acculturation des élus. Effectivement, on a beaucoup parlé de médiation. Mais ce matin, on avait aussi cette conclusion qu'il fallait aussi aller vers les élus pour les former à l'architecture. Et là-dessus, on se doit tous, alors nous, on l'est ici, convaincus, passionnés, mais je pense qu'on se doit tous aussi, en tant qu'architectes, d'être les ambassadeurs de l'architecture hors les murs. Quand on fait des balades urbaines, quand on va parler dans les conseils municipaux d'architecture, je vous garantis, ça fait 10 ans que je fais ça en Île-de-France, personnellement en tant qu'architecte, et ben ça porte ses fruits. À un moment donné, on m'appelle plus la bac plus 20, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait il y a encore 15 ans. Quand j'intervenais sur la sauvegarde du patrimoine de l'Île-de-France et des Molières que je voyais se démolir petit à petit, les maires me disaient il y a la bac plus 1 dans la salle, au secours, l'architecte est là. Et finalement, on a fait des balades urbaines ensemble, on a fait des ateliers d'architecture avec les enfants dans leurs écoles, on a parlé architecture, et maintenant ils parlent architecture dans leurs vœux. Et je dis, j'ai gagné un peu en tant qu'ambassadrice dans ma ville. Et il y a beaucoup d'architectes avec qui je parle, qui viennent à l'ordre et qui me disent, mais nous, on veut être les ambassadeurs, comment on fait? Donc peut-être il faut leur donner aussi les billes pour acculturer le monde autour d'eux. Peut-être quelques mots, mais... alors déjà, je pense qu'au Salon des maires cette année, on va essayer de faire une action autour des CIE parce qu'on a été alerté plusieurs fois sur la question des CIE. Et le Salon des maires, c'est quand même un endroit où on capte l'attention des élus. Donc on va essayer, pour répondre très concrètement, je pense que le Salon des maires, ça pourrait être l'objet pour faire une action très forte avec la Fédération nationale des CIE, avec quelques CIE, et peut-être aussi avoir un cycle de conférences autour du CIE et de son rapport aux collectivités territoriales et de leur rapport aux particuliers. En tout cas, le discours de l'ordre, c'est le même, c'est-à-dire c'est de dire que pour produire une belle architecture, il faut savoir accueillir une belle architecture. Et le rôle du CIE, notamment dans la ruralité, c'est de s'assurer que l'architecture soit bien accueillie, avec une lecture qui n'est pas forcément celle que les particuliers peuvent avoir. Donc oui, on a besoin des CIE, oui, l'ordre soutient les CIE dans leur entièreté, dans ce qu'ils apportent aux architectes sur le territoire, dans ce qu'ils apportent aux particuliers pour accueillir cette architecture. Aujourd'hui, ça nous fait terriblement défaut et on est extrêmement attristé de les voir peiner, de voir les budgets coupés en 4, voire en 6. Enfin, je ne te parle même pas dans la Gironde, on a vu des budgets qui explosent. À Lille, on n'en parle pas. Enfin, on a une cartographie comme ça qui se fait autour des CIE qui est catastrophique. Mais nos moyens sont extrêmement limités, nous, ordre en tout cas, mais globalement les moyens sont extrêmement limités. Et un des objectifs, je pense, c'est de faire un peu de sensibilisation, de la preuve par l'exemple. Et le Salon des maires est un endroit où on peut apporter la bonne parole des CIE pour venir. Et notre programme Un maire, un architecte qu'on défend au Salon des maires, qui est une sorte de CIE++, quoi, mais c'est de dire qu'on ne peut pas produire une architecture si on n'est pas capable de l'accueillir correctement. Et la question de la commande, la question du lieu, la question de la compréhension des territoires, avant de passer commande à un architecte, c'est indispensable. Donc c'est notre programme Un maire, un architecte, mais voilà, on en reparlera, mais je pense que cette année au Salon des maires, on aura quelque chose autour des CIE pour essayer de les mettre en avant et d'essayer de les recolorer un petit peu, quoi. Alors, on a une question, monsieur au premier rang. S'il y a d'autres questions, on va les prendre aussi dans la foulée. Il nous reste quelques minutes. Monsieur, je vous en prie. Oui, merci. Lorenzo Diaz, je suis conseiller pour l'architecture à la DRAC Grand Est. Je salue le président de la Cité, le président du CNOA, Hélène. Juste, je voulais... alors, il y a un petit témoignage et puis une question. Un petit témoignage, c'est par rapport à tout ce débat qu'on a eu sur architecture-architecte, que je trouve absolument fondamental aujourd'hui. Je disais ce matin à la table ronde, il faut absolument arriver à désincarcérer le mot architecture.
le jour où le mot architecture retombera dans le droit commun du langage, on aura gagné. Et aujourd'hui, on a plutôt l'impression que architecture et architecte ressortent du même univers sémantique. Et comme le second est protégé, le premier devient inaccessible. C'est un peu... Alors le petit témoignage, c'est que quand j'étais directeur de l'école d'architecture de Nancy, on avait inventé un truc qui s'appelait la folle journée de l'architecture. Et alors, j'ose pas le dire devant l'ordre des architectes, mais le slogan, c'était « Venez jouer à l'architecte ». Alors évidemment, personne n'était inscrit à l'ordre, mais le slogan, c'était dire « Venez jouer à l'architecte », c'est-à-dire « Venez, on quitte la place et on vous la cède ». Et on avait 2000 personnes chaque année qui venaient. C'était un truc de fou. Et on complétait ça avec un autre truc de fou qui ramenait du coup l'architecte, c'est qu'on faisait venir des confrères et consoeurs qui faisaient l'agence à cœur ouvert. Et donc pendant la journée, ils étaient là avec tous leurs calques, leurs trucs, et ils montraient, c'était « je rentre dans le huis clos de l'agence ». Et les gens étaient absolument passionnés. Voilà. Ma question, donc si un jour on arrive à inventer les architecturophiles comme aujourd'hui il y a les cinéphiles, ce serait génial. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Espérons. Ma question, c'est la suivante. C'est par rapport à un sujet qu'on a un peu touché du doigt, sur lequel je pense que ce serait bien aussi qu'on continue à réfléchir. C'est la non-réplicabilité de l'architecture, en revanche. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est assis sur un modèle économique qui est celui, je l'ai dit aussi ce matin, de l'unicum. On produit à chaque fois des objets uniques répondant à un usage unique dans un lieu unique. Voilà. Et peut-être que c'est là aussi que c'est intéressant qu'il y ait les élus, parce que les élus représentent un lieu unique qui est le territoire voilà, que le public lui a confié. Et alors aujourd'hui, on est quand même essentiellement dans un univers où on a besoin de réplicabilité. Pourquoi ? Pour faire de la statistique. Pourquoi ? Pour faire des modèles économiques. Pourquoi ? Pour évidemment faire fonctionner une économie. Comment on arrive à inventer, nous architectes, le modèle économique de la non-réplicabilité. Voilà, celui qui dit que, en fait, on est capable de, tout en faisant des unicums, quand même d'être dans un modèle économique. Là, on a une vraie question. Comment on répond à ça ? Voilà. Et j'aimerais bien vous entendre. Bah écoutez, je vous propose qu'Hélène Fernandez prenne la parole. Mais moi, je vais tout de suite intervenir parce que c'est une question qui traverse le projet Quartier de demain. Parce qu'à la fois ce concours, et c'est pas une question facile, hein, parce que à la fois dans la façon dont on a présenté ce concours, on dit ce sont 10 sites, ils sont tous différents, chaque grand ensemble est unique, chaque habitant est lui-même, hein, et puis paragraphe d'en dessous, on dit réplicabilité. Voilà. Bon, alors moi, j'adore cette question parce que j'avoue que j'ai fait l'école de Versailles quand j'étais petite et dont la typologie, c'est mon truc. Donc, le sujet, effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment celui-là. Et c'est ce qu'on va travailler dans le quartier de demain, je pense. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à la fois on peut être... on peut faire une architecture ou une intervention urbaine, je ne sais pas comment il faut l'appeler, enfin bref, quelque part changer les espaces en étant totalement adéquat par rapport au contexte, complètement en réponse à l'attente sociale, complètement en lien avec la programmation, la commande, on va dire des choses comme ça, mais en même temps... comment est-ce que ça peut faire écho à des questions qui se posent certes à Sedan, mais qui sont aussi à Pessac, qui sont aussi à Aulnay-sous-Bois, qui sont... Et cet aller-retour du général au particulier, de la typologie à l'intégration, pour moi, je pense que c'est vraiment la question de l'architecture, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'architecture sans standardisation ou typologie. En fait, l'histoire de l'architecture, c'est une histoire de réplique sans cesse unique. Donc Venise, c'est que du même unique. Donc c'est ça notre sujet, mais on aimerait bien que ce même unique ne soit pas ce fameux 3 pièces dont j'ai parlé, mais que ce soit de l'architecture, ou ne soit pas ces fameuses maisons produites. Voilà. Donc effectivement, la question de qu'est-ce que ça fait, par exemple, c'est un sujet que Fabien Gantois, qui était là il y a 5 minutes, connaît bien. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de poser la question du hors-site et de la réindustrialisation du processus de construction ? Qu'est-ce que ça fait à l'architecture ? Moi, je pense qu'il y a
personne au monde qui est mieux placé que des architectes qui connaissent l'histoire de l'architecture pour répondre à cette question. Mais personne, mais parce que c'est une question de l'histoire de l'architecture, c'est une question disciplinaire. Et c'est pas parce que c'est une question d'industriel. On a dressé évidemment de nombreuses pistes pour la suite, pour l'avenir. Peut-être, Laurence Berthaud, quelques mots de conclusion sur toute cette journée et ces premières assises, notamment de dresser, si vous voulez, ces quelques contraintes dont on a pu parler, crise du logement, changement climatologique. C'est finalement des opportunités quand on a pu entendre tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc c'est moi qui ai le mot Eh de ben la oui, fin. c'est vous, Ce ne sont pas mes invités. C'est normal. D'accord. Donc non, peut-être qu'on va recréer avec Quartier de Demain une nouvelle pensée, un nouveau courant, pourquoi pas. En fait, ces assises, c'est pas une fin, c'est vraiment un commencement qu'on voulait tous, tout ce conseil de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, pour retrouver une manière de travailler ensemble en commun avec toutes les disciplines qui gravitent, hein, comme on l'a dit aussi ce soir, autour de l'architecture. Donc ce n'est sûrement pas un épilogue, hein, c'est une action et un cycle en devenir. Donc on vous invite, alors déjà je souhaite vraiment chaleureusement remercier l'ensemble du Conseil de l'Ordre d'Île-de-France, les 29 conseillers qui ont œuvré pendant des mois pour que cette journée ait lieu et elle a été magnifique d'échanges. On peut les applaudir, inspirants. merci à eux. Voilà, ils sont pas sur le devant de la scène, mais ils le sont vraiment ce soir parce que c'est quand même grâce à eux que cette journée a eu lieu. Grâce aux permanents aussi de l'ordre, vraiment je les remercie. Le service institutionnel, le service communication, notre DG, enfin tous les permanents qui ont été présents depuis aussi des mois sur l'organisation de cette journée pour qu'elle se termine aussi bien, et on espère avoir pu remettre un peu l'architecture en avant-scène et puis continuer à sculpter cette pierre. Donc bien évidemment, on vous invite l'an prochain à la même période pour le deuxième chapitre des assises de l'architecture francilienne. Peut-être on aura le courage de parler du beau et de la qualité architecturale. Peut-être que ce sera notre deuxième chapitre. Et on finira par une biennale et un ouvrage coédité en commun. C'est-à-dire que toutes les réflexions qu'on a eues aujourd'hui, qu'on aura dans 2 ans, se retrouveront dans un ouvrage commun coécrit par tous. Donc je vous remercie et puis je vous invite en arrière-chapelle dans ce beau lieu pour le verre de l'amitié. En tout cas, le mouvement est lancé et les portes sont ouvertes. Bonne soirée à tous.